le journal. Il est 7 heures sur l'ensemble des réseaux synchronisés de Solo Média, le journal. Voici les principaux titres. Sécurité routière, le gouvernement prend des mesures fortes. Les minicars vieillissants et surchargés feront l'objet d'un contrôle technique obligatoire. C'est pour réduire les accidents mortels. Et puis, réforme sécuritaire. Le Premier ministre Ousmane Sonko, en visite hier, annonce une revalorisation du budget et des réformes profondes axées sur la modernisation et le professionnalisme de la police nationale. Nous reparlons également dans ce journal de la décision controversée sur les bourses des étudiants. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dément toute volonté de remise en cause des droits des étudiants. Il parle plutôt d'une nouvelle politique nationale des allocations d'études avec pour objectif de faire correspondre leur paiement au calendrier universitaire. Et puis, élections locales 2027, le Front pour la défense de la République, FDR, crie déjà au hold-up électoral et dénonce des retards jugés inquiétants dans le processus électoral et met en garde également contre ce qu'il considère comme une menace sur la transparence et la crédibilité du scrutin. L'Inter, le sport et la revue de la presse mettront un terme à ce journal. Présentation de ce 7h, Fatou Abdoundiaï Fall. La technique est assurée par Mohamed Touré et Baba Aïdara. Bonjour et bienvenue. Je vous le disais en titre à Diamniadio hier, le gouvernement sénégalais passe à l'offensive contre les accidents mortels. Le ministre des Transports terrestres, Yankob Djemé, a annoncé la fin de la tolérance pour les véhicules de la mort. Les minicars de 12 à 19 places, vieux et souvent surchargés, sont au cœur du problème. Le parc compte 6 886 véhicules avec une moyenne d'âge de 24 ans. Tous devront rejoindre Dakar pour un contrôle technique complet sur 2 mois. Ceux qui ne seront pas conformes seront immobilisés plutôt ou mis aux normes. L'État renforce aussi les contrôles dans les gares, lutte contre le transport irrégulier et impose l'aménagement des garages à l'intérieur à moins terme. Vidéo-verbalisation, GPS pour limiter la vitesse et renouvellement du parc automobile sont également prévus. Je vous propose d'écouter Yankob Djemé, le ministre des Transports terrestres et aériens. Pour un contrôle technique spécifique. Les véhicules jugés conformes seront autorisés à poursuivre. Pour un contrôle technique spécifique. Les véhicules jugés conformes seront autorisés à poursuivre leurs activités. Certains véhicules devront effectuer des corrections sur le cadre grise afin d'assurer l'adéquation entre le véhicule et ces documents administratifs. D'autres feront l'objet d'une contre-visite à l'issue de la prise en compte des réserves mentionnées dans les procès-verbaux. Mesure numéro 2. Une fois que le contrôle spécifique effectif, l'immatriculation des véhicules de transport interurbain sera subordonnée à l'aménagement préalable d'espaces dédiés aux bagages à l'instar de ces véhicules. Un contrôle renforcé sera également appliqué au respect des hauteurs de chargement de bagages sur les véhicules déjà en exploitation, conformément à la réglementation en vigueur. Mesure numéro 3. La centralisation des procédures de réception technique pour tout nouveau véhicule de ce type.
À l'instant, le ministre Yankoba Diémé qui montre que la sécurité nationale n'est plus négociable et que tous les responsables devront répondre de leurs actes. Nous y reviendrons certainement dans nos prochaines éditions avec un élément sonore plus clair. Et puis le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministère plutôt de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dément toute volonté de remise en cause des droits des étudiants. Pour le ministère, il n'a jamais été question de la réduction des taux ou la suppression des bourses. Il s'agirait juste de réfléchir à une nouvelle politique nationale des allocations d'études avec pour objectif de faire correspondre leur paiement au calendrier académique. C'est ce que précise le communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur. Mariem Ndiaye a parcouru le communiqué pour nous. Le communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation du 3 février 2026 apporte des clarifications sur l'organisation d'un atelier national visant à préparer une nouvelle politique de bourse d'études et à réviser le décret 2024. Point clé, un atelier organisé à Dakar les 2 et 3 février 2026 qui avait pour but d'évaluer financièrement le système de bourse, d'identifier les insuffisances du décret précédent et de rompre avec les pratiques non conformes à l'orthodoxie budgétaire tout en assurant une plus grande inclusivité. L'atelier a réuni diverses parties prenantes, notamment des services gouvernementaux, des syndicats et des associations de parents d'élèves ainsi que des amicales d'étudiants. Précision, contrairement aux rumeurs, le MESRI précise qu'il n'y a jamais été question de remettre en cause les droits des étudiants et de réduire les taux ou de supprimer des bourses. Le ministère travaille sur la convergence entre les périodes de paiement des allocations et celles effectives d'organisation des enseignements. Le MESRI a remercié les participants et a indiqué que les discussions se poursuivraient pour aboutir à un consensus sur le cadre réglementaire rénové. 7h est passé de 8 minutes. Vous écoutez le journal sur Solo Média 90.7 Dakar, 96.1 également à Dakar. Et puis à quelques mois des élections locales, l'opposition hausse le ton. Le Front pour la défense de la République dénonce des retards jugés inquiétants dans le processus électoral et met en garde contre ce qu'il considère comme une menace sur la transparence et la crédibilité du scrutin. Un récit de Sorna Dramé. Le Front pour la défense de la République, FDR, alerte sur des dysfonctionnements dans l'organisation des prochaines élections départementales et municipales. À la date du 1er février 2026, aucun décret fixant la date du scrutin n'a été publié et les commissions administratives chargées de la révision des listes électorales ne sont toujours pas installées. Le FDR dénonce une violation du code électoral qui prévoit une révision ordinaire des listes du 1er février au 31 juillet. Il fustige également le silence de la Commission électorale nationale autonome Sénat, accusé de ne pas jouer pleinement son rôle. L'opposition redoute une révision exceptionnelle tardive, possiblement liée aux élections de 2027. Il exige l'accès immédiat des partis politiques au fichier électoral. Par ailleurs, le Front exprime de fortes inquiétudes face à un éventuel transfert de la confection des cartes d'identité et d'électeurs à la caisse des dépôts et de consignation. Il y voit un risque de mainmise du pouvoir sur l'état civil et le fichier électoral, susceptible de compromettre la transparence du processus. Le FDR appelle ainsi à une gestion indépendante du fichier électoral, condition essentielle selon lui pour des élections libres, crédibles et démocratiques. Pour le FDR, à force de retard, de silence et de décisions jugées opaques, c'est la confiance des Sénégalais dans les urnes qui est aujourd'hui en jeu. Sorna Dramé, alors que la révision des listes électorales pour les prochaines élections locales est prévue par la loi, l'opposition et certains membres de la société civile appellent au respect strict des délais. Le gouvernement privilégie pour l'instant la révision exceptionnelle, légale et encadrée, tandis que des inquiétudes persistent sur la publication des décrets et la transparence dans la confection des cartes électorales. Je vous propose d'écouter Hassan Samb. Il est analyste politique également, directeur de publication du quotidien Solo Quotidien. Il est au micro de Sorna Dramé.
Il faut préciser que justement la révision des listes électorales elle est prévue par la loi. Donc il y a un délai qui normalement pour les élections locales devrait être fixé à partir du 1er février passé. Donc c'est ce qui fait que la société civile, aussi bien certains membres de la société civile que les partis politiques aujourd'hui tapent sur la table pour exiger des autorités effectivement le respect des délais en la matière pour ce qui concerne en tout cas la révision ordinaire. Mais le PASTEF s'en est largement aussi expliqué dans un communiqué pour dire effectivement qu'en période électorale, la révision ordinaire n'est pas forcément obligatoire et que le gouvernement est fondé à choisir la révision exceptionnelle. À partir de ce moment-là, bien entendu, le délai sera fixé par décret et tout le monde sera avisé de la période de révision exceptionnelle qui sera effectivement mise en œuvre. Donc, on est toujours dans la légalité républicaine. Aucun délai, aucune loi n'a été violée. Ce qu'il faut simplement souligner, c'est que l'opposition tient, le FDR en tout cas, tient à ce que le décret de publication concernant justement cette révision exceptionnelle soit publié et que bien sûr, également ces rumeurs sur la confection des cartes d'électeurs et des cartes d'identité par la caisse de dépôt de consignation soient également éclaircies et pour éviter toute forme de mainmise du PASTEF sur le fichier électoral. Voilà un peu les préoccupations du FDR, mais qui sont des préoccupations politiques, ce qui est tout à fait normal. Ce sont des pressions sur les autorités pour que les normes soient respectées, pour qu'il n'y ait pas des coups bas, pour qu'il n'y ait pas des manœuvres, dans le sens peut-être de violer ou en tout cas leurs droits. C'est ça qui d'ailleurs motive ce communiqué et qui en réalité reste très politique, mais parce que jusqu'ici, aucune loi, à mon avis, n'a été justement violée. À l'instant, Hassan Sam, analyste politique, dans la dynamique des réformes engagées par les nouvelles autorités pour renforcer la sécurité nationale, le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu hier à la direction de la formation de la police nationale, une visite stratégique au cours de laquelle le chef du gouvernement a annoncé une revalorisation du budget de la police et a donné des instructions claires aux autorités compétentes pour une réforme en profondeur du secteur axée sur la modernisation, le professionnalisme et le respect des principes républicains. Djibril Niane. Le Premier ministre Ousmane Sonko s'est rendu à la direction de la formation de la police nationale dans le cadre du programme de réforme engagé par l'État pour renforcer la sécurité nationale. En droite ligne de la vision Sénégal 2050 portée par son Excellence M. le Président de la République, je réitère l'engagement de mon gouvernement à accompagner sans réserve notre police nationale pour une réalisation réussie de ces vastes chantiers. Oui, nous avons de très hautes ambitions pour la police nationale. Accompagné par le ministre de l'Intérieur, le ministre du Budget et le directeur général de la police, le chef du gouvernement a visité les locaux et échangé avec les responsables sur les conditions de formation et de travail des forces de l'ordre. C'est pour cette raison, ces grandes ambitions que nous avons. Et je suis venu accompagné de M. le ministre des Finances. C'est pour cette raison que le budget de cette année pour la police nationale s'élève à 150 milliards 869 415 279 francs contre 127 milliards 519 906 000 francs en 2025, soit une hausse de 23 milliards 300 en valeur absolue et 18,31% en valeur relative. Au cours de cette visite, Ousmane Sonko a annoncé une hausse du budget de la police nationale destinée à améliorer la formation, les équipements et les capacités opérationnelles. À cet effet, je vous engage, Monsieur le directeur général de la police nationale, sous les ordres et la supervision de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Des instructions fermes ont également été données au directeur général de la police et au ministre de l'Intérieur pour engager une réforme en profondeur du secteur axée sur le professionnalisme, la discipline et le respect des droits des citoyens. À poursuivre les réformes entamées au sein de la police nationale pour en faire cette grande institution à même de répondre convenablement à ses missions. Une visite qui traduit la volonté des nouvelles autorités de bâtir une police moderne, républicaine et plus proche des populations.
Djibril Niane, dans l'actualité judiciaire, rebondissement dans l'affaire Madiambal Diagne. La justice française a finalement décidé de prendre plus de temps dans l'examen de la demande d'extradition visant le journaliste homme d'affaires sénégalais réuni à Versailles. La chambre de l'instruction de la cour d'appel a annoncé avoir mis l'affaire en délibéré, repoussant ainsi sa décision au 3 mars 2026. Retour sur cette affaire avec Ibrahim Khalil Djemé. La Cour d'appel de Versailles a renvoyé au 3 mars prochain sa décision très attendue sur la demande d'extradition de Madiambal Diagne formulée par l'État du Sénégal. Une procédure qui se prolonge entre Paris et Dakar après avoir suspendu sa décision en novembre afin d'obtenir des clarifications. La justice française a reçu des éléments complémentaires transmis par les autorités sénégalaises. La Cour a ainsi mis son verdict en délibéré devant statuer sur l'autorisation ou le refus de l'extradition du journaliste et homme d'affaires sénégalais prolongeant de fait la procédure. Parallèlement, l'affaire connaît un nouveau rebondissement à Dakar avec le dépôt d'une plainte par le fils de Madiambal Diagne. Dans le dit dossier Ellipse Project, la demande d'extradition est également liée à une enquête portant sur de présumées rétrocommissions estimées à 21 milliards de francs CFA sur fond de soupçons de flux financiers suspects signalés par le CENTIF. Ibrahim Khalil Djemé, nous restons également sur cette affaire d'extradition au nom du journaliste Madiambal Diagne. C'est là pour s'expliquer par le fait que la justice française ne disposerait pas d'éléments suffisants pour autoriser son extradition vers le Sénégal. Selon Abdoulaye Niang, juriste à la faculté de droit de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, le juriste poursuit en précisant que la plainte déposée par le fils de Madiambal ne peut en aucun cas avoir un impact sur le dossier de son père. Je vous propose d'écouter Abdoulaye Niang. Il est au micro d'Ibrahim Khalil Djemé. Ils vont rendre le verdict, donc ils vont rendre le verdict, mais il faut également renvoyer l'affaire. S'ils n'ont pas assez d'éléments, donc ça leur permettra de prendre une décision. C'est pourquoi il y a des renvois. S'ils n'ont pas assez d'arguments, ils ne pourront pas rendre un verdict. Maintenant, s'ils ont assez d'arguments, là, ils peuvent délibérer. Donc, rendre le verdict, se prononcer sur l'affaire, dire que si Madiambal Diagne va être extradé ou non. S'ils n'ont pas assez d'informations dont ils ont besoin, donc ils ne pourront pas donc rendre le verdict. C'est pourquoi à chaque fois ils disent qu'on renvoie. Donc on renvoie. Mais quand ils parlent de délibérer maintenant, ça veut dire que c'est fixé. Délibérer le 3 mars, c'est fixé. Au 3 mars, ils vont rendre le verdict. Ils vont dire si Madiambal Diagne va rentrer ou non au Sénégal. La cérémonie de présentation du rapport d'impact socio-économique DP World au Sénégal 2022-2024 s'est tenue hier. Un événement présidé par le ministre de la Pêche et de l'économie maritime, Dr Fatou Diouf, qui a par ailleurs magnifié la coopération gagnante entre DP World et le Sénégal pour le développement du pays. Nous y reviendrons certainement Fatou Diouf, l'élément de Fatou Diouf est disponible. Je vous propose de l'écouter. Il est au micro de Khalifa Babacar Fall. Ce partenariat a permis d'impulser des investissements structurants, de moderniser nos infrastructures portuaires et de renforcer significativement la compétitivité du port de Dakar en tant que plateforme logistique majeure au service de notre économie nationale et régionale. Cette initiative s'inscrit pleinement dans les orientations de l'agenda national de transformation 2025-2029 qui définit des objectifs ambitieux et opérationnels pour accompagner la transition structurelle de notre pays, à savoir promouvoir une croissance économique et durable, créer des emplois, renforcer les compétences nationales, accélérer le développement d'infrastructures modernes et résilientes, stimuler l'innovation et la transformation numérique, améliorer la gouvernance publique, favoriser l'intégration régionale et réussir la transition écologique face aux défis climatiques. En œuvre par le gouvernement sous l'impulsion du Premier ministre Ousmane Sonko et qui place la compétitivité économique, le New Deal technologique et numérique, l'intégration régionale et la création d'emplois durables au cœur de la transformation structurelle de notre pays. Le secteur maritime et portuaire, évidemment, y occupe une place centrale en tant que levier de souveraineté économique, de développement durable et de rayonnement international. Le Sénégal, pour sa part, demeure fermement attaché à des partenariats fondés sur de la valeur partagée, le respect de nos priorités nationales et la promotion d'un développement inclusif et durable.
À l'instant, Fatou Diouf, elle était au micro de Khalifa Babacar Fall. Restons dans cette cérémonie où le directeur général du port autonome de Dakar revient sur les changements notés au port de Dakar depuis l'arrivée de DP World en 2008. Selon Waly Diouf Bodian, DP World a changé le visage logistique au Sénégal, du Sénégal plutôt. Waly Diouf Bodian est au micro de Khalifa Babacar Fall. Avec l'arrivée de DP World en 2008, l'environnement, la face du port a totalement changé. Je pense que le port autonome de Dakar est devenu un autre port à partir de 2008 avec l'arrivée de DP World, qui nous a fait passer à son arrivée d'à peu près 300 000 EVP. Aujourd'hui, nous sommes en train d'aller vers le million. On est à plus de 800. Donc, c'est DP World qui véritablement a changé le visage logistique du Sénégal. Cela au moins s'explique par un certain nombre de facteurs, je ne vais pas revenir sur tout. Alors, il y a d'abord une certaine excellence opérationnelle. DP World, c'est vraiment les standards internationaux en termes d'organisation. C'est très bien organisé. Lorsque nous visitons DP World au niveau du port, on sent que c'est différent d'un peu partout de tous les autres terminaux. On a des infrastructures, moi j'ai fait un certain nombre de ports, mais on a des infrastructures de référence pour la manutention au niveau du port de Dakar. DP World, c'est aussi un personnel. Je pense que je fais aussi DP World. Il nous arrive d'entrer, de les visiter, mais on sait que le personnel est très organisé et très bien formé. Il y a du personnel de qualité. Je pense que tout cela participe à nous impulser. Aujourd'hui, si on parle du port, moi je suis politicien, je suis très critiqué, mais si le port est dans une embellie, c'est justement en grande partie parce que DP World a su nous hisser dans des standards mondiaux qui font que nous sommes passés de la 371e place à la 108e. Cet élément met un terme à la première partie de cette édition. La seconde partie, c'est la page internationale. Le sport et la revue de la presse. À présent, l'Inter. Actualité internationale. Que nous démarrons en Libye. Saïf al-Islam Kadhafi, le fils cadet de Muammar al-Kadhafi, est candidat aux élections présidentielles de 2021 qui n'ont finalement pas eu lieu, a été assassiné chez lui à Zintan, ville du nord-ouest libyen. Ce mardi 3 février, ses proches ont confirmé sa mort à son domicile, longtemps présenté comme le successeur potentiel de son père. Il était âgé de 53 ans. L'administration américaine attend aujourd'hui une quarantaine de délégations à Washington pour un sommet sur les minerais critiques. Une réunion organisée par le secrétaire d'État américain Marco Rubio et à laquelle doit assister une délégation congolaise venue de Kinshasa, arrivée à Washington avec le président Félix Tshisekedi. D'autres délégations venant de la Guinée et du Kenya sont également attendues pour ce sommet. Et enfin, c'est une nouvelle avancée pour les processus de paix concernant l'Est de la République démocratique du Congo. Le gouvernement congolais et le groupe armé AFC M23 ont signé lundi un nouveau document lors des discussions qui se tiennent depuis plusieurs mois à Doha sous l'égide du Qatar. Il s'agit des termes de référence concernant le mécanisme d'observation du cessez-le-feu. À présent, c'est la page sportive. Solo Média. L'actualité sportive. Et voilà, l'actualité sportive reste dominée en quelque sorte donc, par le football. Eh bien, nous parlons d'abord, bien entendu, donc, de l'Espagne, avec surtout la Copa del Rey, en attendant donc de revenir dans le continent africain et surtout au Sénégal. La Copa del Rey, les matchs de quart de finale se sont joués hier, certains matchs dirait-on. En tout cas, en attendant donc les affiches de ce jour de mercredi, Deportivo Alavés jouera face à la Real Sociedad.
Balenciaga contre Atlético Madrid, des matchs qui sont joueront à 20h. Hier donc, le match qui s'est joué a opposé l'équipe de Albacete face à l'équipe du FC Barcelone, 2-1. C'est donc le score final. Les Catalans ont renversé la bête noire du Real Madrid sur le score de 2-1. Qualification donc du Barcelone en demi-finale de la compétition. En attendant donc de voir quelles seront les autres équipes qui vont se qualifier. Je le disais donc tout à l'heure, les affiches donc c'est à ce soir, donc à partir de 20h. En attendant, l'autre dernière affiche qui se jouera demain jeudi face contre donc le Real Betis et l'Athletic Bilbao. L'actualité reste dominée aussi par le football en Angleterre. Eh bien, sachez que l'autre demi-finale de la Capital On Cup défiera ou opposera l'équipe de Manchester City face à Newcastle. Ce sera donc à 20h. Je rappelle qu'hier, l'équipe de Arsenal a réussi donc à renverser Chelsea, les Blues. Victoire 1-0. C'est pourquoi donc Arsenal a décroché son ticket qualificatif pour la finale de cette compétition. L'actualité aussi reste dominée par le basketball. Dakar va accueillir une fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde de football ou de FIBA Qatar 2027. La compétition se déroulera du 26 au 1er mars donc 2026 au Stadium Marius Ndiaye. Le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo, le Madagascar seront au rendez-vous. La Fédération sénégalaise de basketball appelle le public à une forte mobilisation pour soutenir les Lions du Sénégal. Je rappelle qu'à la date du 26 février prochain, Sénégal jouera contre la Côte d'Ivoire à partir de 21h et le samedi 28, Madagascar-Sénégal, puis le dimanche, le 1er février, Sénégal défiera l'équipe de la RDC, toujours donc pour cette deuxième fenêtre des éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. Et cette fois-ci, nous parlons du football avec la CAN Maroc 2025. Le Maroc qui passe à l'offensive 5 jours après les sanctions infligées par la commission de la discipline de la CAF à la suite des incidents survenus lors du match Sénégal-Maroc. Le 18 janvier, la Fédération royale marocaine de football a décidé d'interjeter appel. Rabat estime que les sanctions ne sont pas à la hauteur de la gravité des faits et entend défendre ses droits auprès des instances africaines. C'est ce que nous dit Pape Maguette-Ba. Bonsoir à toutes et à tous. Ouvrons la page sportive avec le tirage au sort des 16e de finale de la Coupe du Sénégal. Et voilà, nous y reviendrons certainement en version Wolof. Je rappelle que le Maroc a en quelque sorte donc interjeté appel pour dire donc en tout cas aller vers en tout cas à l'encontre bien sûr de ces événements qui se sont déroulés lors de la finale de la CAN Maroc 2025. La Fédération royale marocaine a décidé donc d'interjeter appel puisque il n'est pas donc, ou en tout cas elle n'est pas, dirait-on, la Fédération donc satisfait de cette décision de la commission de discipline de la Confédération africaine de football. Info à suivre. L'international sénégalais champion d'Afrique avec le Sénégal en 2022, Bouna Sarr relance sa carrière en club avec Metz, le club qui évolue en Ligue 1 française. Après 2 ans sans club ni compétition dû aux blessures, il vient de signer un nouveau contrat avec son club formateur, heureux de retrouver les terrains et de faire un comeback là où tout a commencé. Il s'impatiente de débuter et d'aider le club qui est en difficulté en championnat. Je le disais donc à l'entame, il évolue en championnat français, notamment en Ligue 1. Il s'exprime donc hier en conférence de presse de présentation. Il s'agit donc de Bouna Sarr qui vient en quelque sorte donc de relancer sa carrière à Guédiawaye pour en finir lanterne rouge du championnat et asphyxie par une instabilité financière chronique. Les joueurs ont cessé l'entraînement pour dénoncer des promesses non tenues, une décision radicale qui plonge le club dans le chaos total. C'est donc la crise totale au Guédiawaye FC puisque le club occupe la dernière place du championnat du Sénégal. Fatou Abdoulaye. Merci beaucoup, Lamé Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition. C'est la revue de la presse. Solo Media Group. La revue de presse. Bonjour. La visite du chef du gouvernement Ousmane Sonko hier à la direction de la formation de la police nationale était la une des quotidiens. Le premier ministre poli le blason de la police, titre Vox Populi ce matin. Il décline les très hautes ambitions du pouvoir pour une montée en puissance de l'institution. Un budget de
150,8 milliards en hausse de 23,3 milliards de francs CFA sera dégagé pour l'année 2026. La police nationale a toujours fait preuve d'engagement, de professionnalisme, de dévouement et surtout de résilience, a dit le chef du gouvernement Ousmane Sonko. Le développement passe par une sécurité suffisante, a-t-il lâché entendre devant les forces de l'ordre, notamment la police et le ministre de l'Intérieur, Mohamedou Bamba Cissé. Lutter contre la corruption sous toutes ses formes, le chef du gouvernement donne ce viatique à la police nationale. Ousmane Sonko magnifie le professionnalisme de la police, a titré le quotidien Scoop ce matin. À l'école de police, sécurité, autorité de l'État et rupture assumée, Sonko met la police au cœur du redressement national. Il a à l'occasion de cette visite dévoilé l'ambition du régime envers les limiers, ce qui fait dire à mon confrère du journal Yoor l'aube d'une nouvelle doctrine. Le gouvernement du Sénégal s'engage donc, à travers les propos du Premier ministre Ousmane Sonko, à accompagner sans réserve la police nationale sénégalaise pour une réalisation réussie de ces vastes chantiers, surtout en particulier la sécurité routière. Yankoba Diémé siffle la fin de la récréation pour les Cheikhou Chérifou. Le ministre du Transport terrestre et aérien a pris des engagements forts. Les minicars de type Cheikhou Chérifou, dont le parc compte environ 6886 unités avec une moyenne d'âge de 24 ans, sont devenus des vecteurs de risque majeurs. Rappel général et contrôle technique renforcé, tous les véhicules Cheikhou Chérifou doivent subir une visite technique approfondie à Dakar sur une période de 2 mois. Centralisation à Dakar désormais. La réception technique homologation de ces véhicules se fera exclusivement dans la capitale sénégalaise pour garantir un filtrage plus rigoureux grâce à des équipements spécialisés. L'accent est mis sur l'adéquation entre le nombre de sièges réels et celui autorisé. Lutte contre donc les aménagements sauvages de 14 à 19 places. Un combat engagé par l'État du Sénégal. Selon Yankoba Diémé, le gouvernement ne ménagera aucun effort à travers services pour faire face aux accidents de la circulation. L'État déclare la guerre au Cheikhou Chérifou, titre l'info ce matin. L'affaire Madiambal Diagne aussi est évoquée par les quotidiens. Selon Source A, si le juge de la Cour d'appel de Versailles émet sur la même longueur d'onde que le procureur général, Madiambal terminera le ramadan à Dakar. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Madiambal Diagne connaîtra son sort le 3 mars. En sport, notre fait tour à la une du journal Point Actu. La Coupe d'Afrique va sillonner les 14 régions du Sénégal du 7 au 14 février. Le même journal évoque les éliminatoires de la Coupe du Monde 2027. Marius Ndiaye choisi comme salle haute de la compétition, comme pour dire que la Fédération sénégalaise de basketball a informé que les phases allées des éliminatoires se tiendront à Dakar. Toujours dans le football, le journal Record évoque la Coupe de la France, Lorient Paris FC à 19h. Bamba Dieng et Moustapha Mbow, duel de Lyon au Moustoir. Le journal Le Dakarois revient sur la CAN féminine 2026. Coup de théâtre pour cette compétition. Le Maroc se retire. L'Afrique du Sud prend le relais. C'est tout pour vos quotidiens. Merci et très bonne lecture. Voilà, c'est la revue de la presse. Je vous rappelle les titres de cette édition. Sécurité routière, Yankoba Diémé, le ministre des Transports terrestres et aériens, prend des mesures fortes. Les minicars vieillissants et surchargés feront l'objet d'un contrôle technique obligatoire pour réduire les accidents mortels. Réforme sécuritaire, le Premier ministre Ousmane Sonko annonce une revalorisation du budget et des réformes profondes axées sur la modernisation et le professionnalisme de la police nationale. Nous avons également parlé dans ce journal de la décision controversée sur les bourses des étudiants. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation dément et précise. Il dément toute volonté de remise en cause des droits des étudiants. Il parle plutôt d'une nouvelle politique nationale des allocations d'études avec pour objectif de faire correspondre leur paiement au calendrier universitaire. Et puis, élection locale de 2027, le Front pour la défense de la République, FDR, crie déjà au scandale et au hold-up électoral. Il dénonce des retards jugés inquiétants dans le processus électoral et met en garde contre ce qu'il considère comme une menace sur la transparence et la crédibilité du scrutin
l'Inter, le sport et la revue de la presse ont mis un terme à ce journal. Merci à tous d'avoir suivi. Merci également à Mohamed Touré, Baba Aïdara qui ont assuré la mise en onde. Restez scotchés sur le média. Tout de suite, c'est le commentaire des unes des quotidiens. Je serai en compagnie de El Hadji Mansour Diop et El Hadji Ahmed Aïdara. À tout à l'heure. Sur le Média Group à Dakar 96.1, 90.